Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous apprenez une langue. Et donc je vais vous partager 7 erreurs que la majorité d'entre nous ont tendance à faire, notamment au début quand on apprend une langue ou bien que l'on va aller dans un autre pays pour justement pratiquer la langue. Et donc je vous propose de commencer dès maintenant. Tout d'abord, donc la première erreur très fréquente quand on commence à apprendre les premiers mots dans une langue sont des erreurs liées à la prononciation. En effet, ce qu'on a tendance à faire quand on prononce une lettre ou un son dans une langue étrangère, c'est de se baser sur la prononciation de notre langue maternelle. Or, comme on le sait, la plupart des langues ont une prononciation différente pour une même lettre ou un même groupe de lettres. Par exemple, si on prend le cas de l'espagnol, le R ne va pas être prononcé de la même manière qu'en français. En français, c'est un R qui est presque ici dans la gorge, alors qu'en espagnol, c'est un R roulé. R. Si on prend par exemple le cas de l'anglais, le groupe de lettres TH, en français, on va le prononcer comme un T, par exemple dans théorie. Alors qu'en anglais, on va le prononcer avec donc les dents et la langue qui vibre. Enfin, donc un dernier exemple qu'on pourrait citer, par exemple le chinois, en comparant toujours avec le français, donc le groupe de lettres AI en français va se prononcer E, par exemple dans le mot B, B-A-I-E, alors qu'en chinois, il va se prononcer AI. AI comme le mot aïe, A-I-L. Voilà donc certains exemples de groupes de sons, groupes de lettres qui ne vont pas se prononcer de la même manière d'une langue à l'autre. C'est pourquoi quand vous apprenez une langue, vraiment le plus important certainement que vous devez faire au début, c'est de vous centrer sur la phonétique, la prononciation des lettres, avant même de commencer à apprendre des mots, car sinon votre cerveau va finir par développer un mécanisme d'apprentissage qui va être faux dès le départ et ensuite ça va être beaucoup plus compliqué de vous en défaire. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il s'agit donc de ne pas utiliser forcément les bonnes formules en fonction de votre interlocuteur. Vous devez en fait varier les mots, les registres en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Par exemple, si je prends le cas de la France, vous ne pouvez pas tutoyer tout le monde. S'il s'agit d'une personne haut placée dans la société supérieure à vous, d'un inconnu, vous n'allez pas utiliser le tutoiement, vous allez plutôt recourir au vouvoiement. Alors qu'au contraire, s'il s'agit peut-être d'un membre de votre famille, d'un ami, là vous allez utiliser le tutoiement. Donc on a à la fois les registres et aussi les niveaux de langage, le langage colloquial, le langage formel, informel, tout va dépendre en fait de votre interlocuteur. Et là aussi, il est important donc de pouvoir avoir conscience aussi du pays et de les registres et niveaux de langage qu'on a tendance à utiliser dans la culture. Par exemple, je pense à la Corée. En Corée, je sais qu'il est très très important d'utiliser les bons registres de langage et les formules vont être complètement différentes en fonction de la personne à laquelle vous avez affaire. Alors que dans un pays comme l'Espagne, le tutoiement est utilisé pratiquement avec tout le monde. Il y a vraiment eu une généralisation du tutoiement. Et en France, au contraire, on utilise plutôt le vouvoiement en premier lieu. Donc il est très important quand vous apprenez une langue aussi de savoir quelle est la situation, quels sont les registres et niveaux de langage qu'on utilise. Une erreur aussi très fréquente qu'on fait non seulement à l'écrit mais aussi à l'oral, c'est la traduction littérale. Qu'est-ce que j'entends par la traduction littérale ? C'est tout simplement quand vous pensez à un mot en français que vous voulez dire dans la langue étrangère, vous le traduisez littéralement tel que vous l'avez appris sans prendre en compte le contexte. Or, on sait que dans n'importe quelle langue, il existe énormément de polysèmes, c'est-à-dire de mots ayant
plusieurs sens différents et donc il est important de prendre en compte le contexte pour savoir quel est finalement le sens qu'on veut donner à un mot. Et parfois il y a aussi plusieurs mots possibles ayant le même sens. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment toujours prendre en compte le contexte, savoir de quoi est-ce qu'on veut parler pour pouvoir choisir le mot correct et ne pas faire une traduction littérale de mot par mot parce qu'à la fin vous allez certainement obtenir des phrases qui n'auront même plus de sens. Donc finalement là, l'astuce que je vous donne, c'est au lieu de traduire mot par mot, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble de la phrase, de ce que vous voulez dire, ou s'il s'agit d'un texte à traduire, c'est prendre en compte le texte dans sa globalité et ça vous aidera énormément à choisir à chaque fois le mot qui convient le mieux. Un exemple qu'on peut donner par exemple pour ceux qui apprennent l'espagnol et qui sont français, c'est de faire ce qu'on appelle le fragnol qui arrive beaucoup notamment aux collégiens ou les personnes qui apprennent pour la première fois l'espagnol. C'est de faire, alors il y a des genres de barbarisme, c'est-à-dire créer des mots qui sont un mix entre le français et l'espagnol ou tout simplement quand vous ne savez pas un mot en espagnol, c'est automatiquement de le traduire à partir du mot français et au final vous obtenez des mots qui n'ont absolument aucun sens. C'est évident ce que je vais vous dire, mais disons que dans n'importe quelle langue, il est toujours important d'ajouter les formules de politesse, même dans un pays comme par exemple l'Espagne où, comme je vous l'ai dit, on utilise beaucoup le tutoiement et c'est vrai qu'on a l'impression de se sentir proche de la personne, mais il n'empêche que les formules de politesse, on ne peut pas les supprimer ou s'en passer, il faut quand même les connaître et pouvoir en faire usage. À chaque fois que vous vous exprimez avec un interlocuteur, que vous rentrez dans un commerce, que vous sortez d'un magasin, dans tous les cas, il faut pouvoir utiliser ces mots de politesse. Par exemple, donc pour l'espagnol, c'est pouvoir dire buenos días quand vous rentrez, por favor, s'il vous plaît, disculpa, excusez-moi, ou perdona, pardon, lo siento, désolé, ou lo siento por las molestias, désolé pour le dérangement, gracias, merci, se lo agradezco mucho, je vous en suis reconnaissant, ou encore hasta pronto, adios, à bientôt, au revoir. Voilà donc un exemple de mots de politesse qu'il est important de connaître au début. C'est peut-être évident ce que je vais dire, mais il y en a beaucoup qui apprennent une langue et qui au moment de la parler, n'utilisent plus en fait ces mots qui sont tellement évidents et qu'on connaît tous, mais finalement qu'on a tendance à ne pas utiliser. Cinquièmement, alors là c'est une erreur que beaucoup font en pensant qu'il ne s'agit pas d'un élément important, alors que oui, quand vous apprenez une langue, il est important vraiment de s'intéresser à la culture du pays. Ça donc je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes. Et en effet, si vous vous désintéressez complètement à la culture du pays dont vous apprenez la langue, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de pouvoir apprendre du vocabulaire, vous améliorer et pratiquer la langue. Puisqu'en effet, ce qu'on nous dit toujours, qu'on m'a beaucoup répété à l'université quand j'étudiais l'espagnol, vraiment, ce qu'on nous incitait à faire, c'était nous intéresser à la culture. Il ne s'agit pas seulement en fait d'apprendre la théorie, d'apprendre par cœur les formules, les expressions dans la langue. Il faut aussi s'intéresser à la culture et c'est ça qui va faire que vraiment vous allez pouvoir maîtriser une langue. Vous intéresser à la culture, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie vous intéresser aux arts. Et des arts, il y en a énormément. On ne parle pas juste de littérature ici, on peut parler aussi de la musique, écouter des musiques, des chansons en espagnol si vous apprenez l'espagnol, vous intéresser aux paroles, essayer peut-être de traduire des mots que vous ne comprenez pas, vous intéresser au cinéma, regarder des films en VO, ce que je vous avais dit sur ma vidéo Comment apprendre rapidement une langue. Vous intéresser aussi peut-être à des spectacles de danse, aller au théâtre, à l'opéra, au musée. Finalement, c'est tout ça qui va vous aider aussi à non seulement maîtriser la langue, mais aussi comprendre peut-être l'histoire de la langue et du pays. Bien entendu, donc ces sorties culturelles sont possibles si vous entreprenez un voyage à l'étranger. Évidemment, là, vous aurez la possibilité donc de faire des sorties culturelles tout en étant immergé dans la langue puisque tout sera en espagnol si vous allez en Espagne par exemple.
Et il ne s'agit pas seulement des arts, il s'agit aussi de vous intéresser aux médias. Écoutez la radio la radio du pays dont vous apprenez la langue. Pour l'Espagne, vous avez beaucoup de chaînes aussi. Regardez la télé, regardez RTVE, c'est la grande chaîne espagnole. Où là aussi on va vous proposer des émissions, des documentaires en espagnol. Finalement, tout ça, ça fait aussi partie de cette phase d'apprentissage d'une langue. Ce que je veux dire par là, ne pas faire d'efforts pour parler la langue étrangère, c'est-à-dire quand vous allez par exemple dans un pays étranger. Je prends encore une fois le cas de l'Espagne. Vous décidez donc de faire un voyage en Espagne, vous aimeriez améliorer votre niveau d'espagnol. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez en Espagne, vous allez peut-être aller dans un supermarché, demander votre chemin et comme vous ne savez pas très bien parler l'espagnol, vous vous dites je vais plutôt parler anglais, comme ça je suis sûre que mon interlocuteur me comprendra. Certes, c'est une bonne option. Le problème, c'est que généraliser à ce point l'usage de l'anglais vous empêche finalement de pouvoir pratiquer la langue du pays et de pouvoir vous améliorer. Puisque finalement, vous allez utiliser toujours l'anglais par sécurité ou peut-être par peur de commettre une erreur ou de ne pas vous faire comprendre dans la langue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas avoir cette peur en vous. C'est souvent une peur qu'on a naturellement dans un pays et moi-même je l'ai connue, mais il est vraiment très important aussi d'essayer quand même de faire des efforts dans la langue et même si vous savez que vous ne la parlez pas parfaitement et que vous ne savez que quelques mots, par moment il suffit de quelques mots pour qu'on vous comprenne. Et on le sait très bien puisque ne serait-ce qu'en France, on sait qu'il y a toujours il y a des personnes qui ne parlent pas très bien français. Mais finalement, ils s'efforcent de parler français et avec les quelques mots qu'elles savent, eh bien on arrive quand même à les comprendre, à les aider. Donc pour nous, eh bien ça va être la même chose quand on va dans un pays étranger. Donc vraiment, il ne faut pas se rattacher finalement à ce qu'on sait et faire l'effort aussi d'aller vers l'inconnu, vers la nouveauté. Et alors un autre point qui est relié aussi avec cette erreur, c'est quand vous allez dans un pays étranger et que par exemple vous faites la rencontre de personnes francophones, de rester dans ce cercle de francophones. Puisque là encore, eh bien, si vous restez avec des Français dans un pays étranger, vous n'allez pas pouvoir non plus faire des progrès dans la langue. Enfin, donc une dernière erreur, alors là qui est un peu plus spécifique et moins courante, mais que je tenais quand même à vous partager, c'est celle donc de ne pas accorder d'importance au régionalisme et à l'évolution du langage du pays. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, si je prends le cas de la France, quand pour une personne non francophone qui apprend le français, alors là, certes, il faut quand même avoir déjà un bon niveau de français pour pouvoir commencer donc à faire ce que je vais vous dire, mais il est important aussi de prêter attention au régionalisme. Comme on le sait, si vous allez dans le nord de la France, si vous allez dans le sud de la France, par exemple, l'accent marseillais va être différent de l'accent parisien. Le langage ch'ti, vous avez en fait différents types de langages. Vous avez finalement les régionalismes, les provincialismes en fonction de la zone où vous êtes. Il ne s'agit pas forcément de les apprendre, mais il est important d'en tenir compte, notamment si vous avez l'intention de voyager dans l'une de ces zones, de savoir que ce soit à Paris, en Bretagne ou à Marseille, vous allez avoir des nuances de langage. Pour l'Espagne, c'est la même chose. En fonction des communautés autonomes, le Pays Basque, la Catalogne ou la Galice, vous allez avoir des langues. Vous allez retrouver quand même l'usage de l'espagnol, mais vous avez aussi une autre langue officielle de la communauté autonome. Donc pour le Pays Basque, le basque, pour la Catalogne, le catalan, qui sont quand même très différents de l'espagnol, voire qui n'ont absolument rien à voir. Moi personnellement, je parle l'espagnol, mais alors le catalan, je ne comprends pas du tout. En tout cas, donc c'est important évidemment d'en prendre compte si vous avez l'intention par exemple d'aller dans une ville de l'une de ces communautés, de savoir qu'il existe des régionalismes.
Et alors sur l'idée de l'évolution du langage, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on sait parfaitement, et c'est aussi ce qui fait la richesse de la langue, c'est que chaque langue évolue. Si on prend les nouvelles générations, avec l'arrivée des nouvelles technologies, on va avoir des nouveaux mots qui vont apparaître dans le dictionnaire, un nouveau langage, et ça aussi c'est important d'en prendre en compte quand vous apprenez une langue, parce que vous, si vous vous centrez sur la théorie classique qu'on va vous enseigner, vous allez peut-être maîtriser des mots qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui et ne pas connaître des mots qui sont devenus très à la mode et très employés. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Et donc je vous invite encore une fois à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir accès à toutes mes vidéos. Et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao!